Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le décryptage qui s'installe ainsi chez vous avec le consultant politique Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir aux Béninoises et aux Béninois qui nous suivent depuis les différentes plateformes. Aussi, bonsoir à tous les autres amis, pas que les Béninois, parce qu'on est suivi un peu au-delà quand même. Voilà. Donc, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent depuis nos différentes plateformes. Voilà, alors nous avons eu une matinée avec l'entretien et tous les autres plateaux. Vous nous avez suivi déjà les premières impressions de ces différentes prestations, Agapit Napoléon Baforican. Écoutez, je pense que on est resté dans le même tempo. Je pense que le financement public des partis politiques a été au cœur pratiquement de l'échange, du duel, les deux éditorialistes, la question de la redevabilité. J'ai bien aimé que les confrères aient abordé la question de la redevabilité parce que, bon, c'est vrai, la Cour suprême contrôle, la Cour des comptes contrôle un peu le compte de campagne, mais après, il faut bien quand même qu'on sache ce que les partis font. En tant que militant d'un parti, il faut savoir comment le parti utilise l'argent public. Et il faudrait également que les médias semblent un peu les parents pauvres de tout ça, parce que bon, devant eux, on annule les chiffres, on voit un peu les gens aller pour retirer leur chèque. Aucun parti n'a signé de contrat avec un organe de presse, je le dis toujours, en tout cas à ma connaissance. Et pourtant, il y en a qui en ont pris une certaine nombre de fois. Oui. Ils préfèrent investir dans l'événementiel que dans les médias. Bon, après, avec l'événementiel ici, c'est les médias. Oui, non, l'événementiel n'est pas les médias. Les médias, c'est les affiches, c'est les grandes salles, c'est d'autres éléments de communication qui sont utiles, mais les médias sont les parents pauvres par ailleurs. Donc du coup, quand on veut animer la vie politique, est-ce qu'ils peuvent animer la vie politique sans les médias? Et les médias, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les médias classiques. Et donc, effectivement, on peut être jaloux un peu, on peut être envieux. Pas la mauvaise envie, non, pas la jalousie négative, mais on peut vouloir quand même que ok, comment vous dépensez? Est-ce que c'est uniquement les perdièmes que vous payez? D'abord qu'on ne devait pas payer d'ailleurs, parce que l'approbation ne l'achète pas. Mais est-ce que les perdièmes que vous payez, par exemple, aux journalistes, suffit dans ce que vous appelez animer la vie politique? Quelle est la tranche média? Et qui gagne cette tranche média, par exemple, dans le financement public? Voilà, par exemple, si l'État avait continué à financer la presse privée. Donc, ou la presse, oui, de toute façon, l'État appuie la presse publique, même s'ils ne sont pas contents toujours, enfin, ils en veulent toujours plus. Mais l'État a de grands projets pour les médias de service public, chef de l'État partisan, a de très grands projets, de très grandes ambitions pour les médias de service public. Donc, je pense qu'au niveau privé aussi, il va falloir peut-être que trouver le mécanisme que, bon, si l'État le fait, parce que les médias jouent aussi un rôle social, il y a une mission sociale dont des médias, alors, donc, les partis politiques animent la vie politique nationale, on les finance. Les médias ont un rôle social, une mission sociale, on les finance. Bon, ça sera plus simple. Mais donc, un peu pour rentrer dans la boutade, quoi, de la question de la redevabilité, moi j'ai préféré choisir l'angle purement média. Sinon, les confrères ont abordé la justesse, la pertinence et la nécessité plutôt de rendre compte à la base. C'est sur le comment qu'on ne s'est pas vraiment entendu. Est-ce qu'ils ils iront chez chaque contribuable pour expliquer tel sou qu'on a reçu? C'est comme si on l'a, comme cela on l'a dépensé. Non, on n'a pas besoin. Si déjà la direction rencontre, je ne sais pas, moi je ne leur impose rien parce qu'ils ont des statuts de règlement intérieur, mais si la direction rencontre déjà aux élus à la base, aux coordonnateurs départementaux et peut-être communaux, eux vont rendre compte à la base aussi, et ainsi de suite. Bon, ils produisent un rapport de fin d'année ou le rapport de fin de gestion d'un exercice. Par exemple, bon, ils rendent ça public un peu de manière, enfin les grandes masses. Donc il y a plusieurs, mais ça c'est le mécanisme interne de redevabilité. Maintenant il y a le mécanisme externe, qui est le mécanisme régulier, qui est celui, par exemple, la Sénat. Je pense que la Sénat s'occupe de cela, je ne sais pas trop. Mais l'État. C'est pas sur l'éligibilité que la Sénat compte beaucoup plus. Oui, mais la Sénat étant celui qui a la manette, doit pouvoir trouver son mécanisme de contrôle aussi. Parce que l'État qui met les moyens à la disposition de la Sénat, lorsqu'un audit interne ou une inspection, une vérification doit arriver, la Sénat, envoyant les sous vers les partis politiques, doit pouvoir être celui qui doit leur demander de rendre compte. Il ne s'agit pas que de le compte rendu, disons, factuel, opérationnel, quotidien, non. Il y a le compte rendu plus structurel
dans le cadre d'un audit ou d'une enquête ou d'une vérification. Les inspecteurs des finances, par exemple, ils sont délégués de temps à autre pour aller voir. Au niveau des impôts, il y a un mécanisme, bon, ça sur les entreprises, je connais, mais sur les organisations comme les partis politiques, je ne sais pas. Moi, je reconnais qu'au niveau de l'aide d'État à la presse privée du Bénin, quand j'étais membre de la haute autorité de la communication, on a été audité. Okay. On a été audité sur la gestion de l'aide de l'État. On a été audité par l'inspection générale d'État. Donc, les syndicats ont refusé, mais nous, on a estimé que, ayant eu les sous de l'État, il est normal que l'État nous contrôle. Et donc, nous, on a dérogé à l'audit de l'IGE. On a été écoutés. La mission de l'IGE est venue s'installer à la Hague pendant des mois. Et puis après, il y a eu un rapport. Le rapport, le président Yahibo n'était pas d'accord, a demandé qu'ils aillent plus loin, ils sont allés plus loin. Donc, alors, je pense que, oui, lorsqu'on reçoit les sous de l'État, il doit y avoir un mécanisme de contrôle. La Cour des comptes, voilà. C'est pas la même chose que la Cour des comptes fait. Non, la Cour des comptes ne contrôle pas systématiquement la gestion des fonds. Il va falloir peut-être regarder dans la loi sur le financement public pour voir un peu, dans le parlement de gouvernance, on pourrait évoquer cette question de manière strictement sensu. Mais la Cour des comptes, elle est la haute organisation juridique, elle est la plus grande institution juridictionnelle du pays en matière des comptes de l'État. Oui. Donc, les comptes de l'État, ça va au-delà des partis politiques. Mais au niveau plus bas, parce que ça, c'est le niveau élevé, ça. Mais au niveau plus bas, il y a les organes. Parce que les sous qui sont mis à la disposition de la Sénat le sont pour qu'une partie aille au parti politique au regard des résultats des élections. Et donc, la Sénat devient un peu l'interface entre l'État central et les partis politiques. Peut-être que je dis n'importe quoi, il va falloir peut-être contrôler. Mais c'est ce qui paraît logique. C'est ce qui paraît logique. La Sénat devient l'interface entre les partis politiques et l'État. Et donc, dans la vérification des fonds alloués à la Sénat et sa gestion, la Sénat peut demander maintenant aux partis politiques d'envoyer leur rapport, ou bien la loi peut-être a pu le prévoir, comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de le préciser. Ultérieurement. Voilà. Justement, je demandais également, est-ce que c'est pas aussi un peu que les mandants ou le contribuable n'est pas trop exigeant par rapport à ces redditions de comptes qui doivent aller de soi? Vous voyez, il y a des maires qui font ça. J'ai suivi un peu un cas à Parakou. Et je me dis que sur le maire Charles Tokor, je me dis que non, nos populations sont encore très apathiques. En la matière, elles ne comprennent pas encore. Ces questions sont nouvelles pour eux. Et peut-être que c'est là que le gouvernement va peut-être aller chercher où est l'ancrage réellement donc de la gouvernance attendue par le peuple. Parce qu'en clair, les instruments internationaux nous obligent à ça. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Comme on dirait l'autre, il veut le pain, il veut le vin, il veut la santé, il veut la bonne santé, il veut la route pour circuler, il veut... Le peuple, en réalité, dont on parle, la grande masse, est totalement indifférente. Oui, après les échéances, c'est fini. À ces mécanismes, voilà. Donc, soit les partis politiques les travaillent à leur montrer l'importance de regarder un peu de près la gestion au regard des moyens mis à leur disposition pour que celui qui donne les moyens puisse contrôler comment ces moyens sont gérés. Les moyens n'étant pas les moyens de quelqu'un, mais les moyens de tout le monde. Oui. Donc, mais je continue de penser que tant que l'analphabétisme va régner un peu à mettre, ce serait un peu des vœux pieux, et il faudrait peut-être aller à l'essentiel, c'est-à-dire les contrôles juridictionnels, les contrôles périodiques prévus par les tests en vigueur. Voilà, on va venir maintenant à ce sujet qui a animé tous nos plateaux. Il s'agit de ce concept minorité-majorité qui a divisé quelque peu le Parlement cette semaine quand il s'est agi de la désignation des représentants des députés au niveau de plusieurs organes comme le Parlement panafricain, UEMOA, CEDEAO, à la PDP également. Oui, c'est le deuxième point que j'aurais pu évoquer. Là, on a écouté avec beaucoup de plaisir l'ancien ministre Gustave Sonon qui sait tellement bien dire les choses avec son calme olympien. Oui, très calme. Franchement. Donc, je le salue par ailleurs pour le plaisir qu'on a à l'écouter et surtout pour sa pondération et le fait qu'il arrive à se mettre franchement au-dessus des situations. C'est un membre du BR, mais franchement, on ne dirait pas un politique, on dirait un technicien aujourd'hui de la chose. Et ça, c'est à son actif. Je voudrais dire effectivement que je n'ai pas envie de redire les mêmes choses que lui, de redire les mêmes choses que Mali Gomina peut-être à sa manière, le député, de redire les mêmes choses que Charles Tokor peut-être. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, au Parlement, n'est pas le fait des parlementaires d'aujourd'hui. C'est le fait de qui? C'est le fait de la Cour constitutionnelle. C'est le fait de la Cour constitutionnelle qui a créé une confusion constante depuis 2009 dans les esprits et qui, avec son
principe de majorité-minorité et après de majorité-minorité à confondre avec la loi sur la charte de l'opposition, ou la loi sur l'opposition, le statut de l'opposition, a créé une confusion terrible. Sinon, il est clair que là, on connaît la définition de la majorité parlementaire. C'est pas à confondre avec la majorité présidentielle. Donc, quand on connaît la définition de la majorité parlementaire, que la Cour elle-même, Robert de Cholacour, a quand même recentré dans une décision de 2009, la majorité parlementaire, c'est le parti, parce qu'on n'a plus de coalition de partis maintenant. On n'a que le parti. Donc, la majorité parlementaire, c'est le parti ayant le nombre d'élus parlementaires. C'est elle qui constitue la majorité parlementaire au regard de la définition que la Cour constitutionnelle elle-même a donnée en 2009. Je pense que c'est dans une décision de 36, si je ne me trompe. Donc, la majorité parlementaire constitue ainsi la minorité parlementaire alors se définit sur la même décision comme le parti ayant numériquement le nombre inférieur de députés au Parlement. Là, nous avons deux partis. En l'espèce, nous avons deux partis qui ont le même nombre de députés. Donc il constitue la minorité parlementaire. Deux différents partis de différents bords. Il constitue la minorité parlementaire. En restant du fait dans l'analyse, dans la définition que la Cour constitutionnelle a donnée, et qui fait jurisprudence depuis 2000, enfin, qui fait autorité de la chose juge depuis 2009. Il n'y a pas eu une nouvelle définition. Donc, dès lors qu'il n'y a pas eu une nouvelle définition, et dès lors que la notion de coalition de partis n'existe pas dans notre code électoral, dans notre charte de partis politiques, il est évident qu'on ne peut pas associer l'UPR et le BR en disant que c'est l'élection de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est différente de la majorité parlementaire. Et donc, il va falloir déjà qu'au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on règle cette question de majorité parlementaire et de majorité présidentielle. Et les cas aujourd'hui où le nombre est le même. Personne n'a vu ça venir en réalité, c'est pour ça. Il faut déjà régler ça au niveau du règlement intérieur. Je ne sais pas si ça a été fait en 2020, mais en 2020, ils étaient entre eux. Donc, du coup, l'UPR et le BR. Donc, ça ne fuitait pas trop. Le problème ne se posait pas. Aujourd'hui, le problème se pose. La loi, c'est régler les problèmes. La loi est là pour gérer cette question-là. La loi et tous les textes qui en dérivent doivent répondre aux besoins de l'heure. Donc, on ne peut pas s'accommoder que s'attendre que la Cour constitutionnelle dise tout ou fasse tout. On doit pouvoir aussi que la législation suive le développement et les besoins de l'instant. Mais dans la constitution des groupes parlementaires, par exemple, le problème ne s'était pas posé à Agapit Napoléon. Non, le groupe parlementaire, c'est le groupe politique. Il n'y a pas de problème. Ils définissent clairement leur bord, leur champ. Justement. Là, on est dans le positionnement par rapport à l'exécutif. Là, on est dans le positionnement par rapport à l'exécutif. Tel groupe parlementaire est constitué pour être un groupe d'opposition à l'action du chef de l'État. Donc, quand il dit ça, il se classe carrément dans l'opposition. Là, on est aujourd'hui, la majorité présidentielle au Parlement est constituée des trois quarts, pratiquement, de députés. La majorité présidentielle au Parlement est constituée pratiquement de trois quarts. C'est-à-dire l'UPR avec 53 députés et le BR avec 28 députés. Ça nous envoie à combien? Il est évident que c'est une majorité écrasante, c'est les trois quarts. Majorité présidentielle. La majorité présidentielle au Parlement. Donc, le chef de l'État est convaincu que, normalement, tout ce qu'il va envoyer là-bas, il devrait pouvoir passer ces lois. Et c'est son groupe qui est là-bas. Mais ils sont majorité présidentielle, mais ils sont deux entités différentes. Et c'est là, ils sont deux entités parce qu'ils sont allés différemment. Et l'alliance de partis n'existant pas, l'UPR est différent du BR. Et on ne peut pas, jusqu'à présent, il me semble que le règlement intérieur n'a pas encore statué sur la majorité présidentielle, mais n'a statué que sur la majorité parlementaire. Je peux me tromper, je corrigerai, mais donc, cette notion qui découle désormais, qui n'était pas visible lorsqu'on avait une kyrielle de partis politiques. Aujourd'hui, on doit dégager les conséquences qui découlent donc de la réforme de ces partisans et du code électoral qui nous permet qu'à l'Assemblée, qu'on n'ait plus 10 partis, 8 partis, 15 ou 12 partis représentés, mais 3, 4, 5 peut-être au maximum. Donc, du coup, il faut clarifier, disons, la vie des partis politiques, même s'ils sont dans le même camp. Si on avait FCBE, 3 partis, 3 membres, et 3 députés, ou bien 5 députés, ou bien 10 députés, les démocrates, 28 députés, le BR, 28 députés. Alors, qui est la minorité, qui est la majorité? Donc, la minorité sera l'FCBE.
Malgré que les démocrates, c'est bien avec 10 députés, par exemple. Et les démocrates seraient où? 28 députés. Oui, là, les démocrates... Donc la minorité parlementaire, c'est qui? C'est le parti ayant le moins de députés possible, numériquement. D'accord. Mais là, les démocrates auront quelle position? C'est là que je dis qu'il va falloir maintenant en faire entrer la notion de la majorité présidentielle et de groupe d'opposition. Donc, majorité opposition, c'est en fait là le problème. Mouvance, ou bien ce qu'on dit, mouvance opposition. Il va falloir peut-être trouver le mécanisme de réguler l'action de ces deux groupes à l'interne. Et alors, vous allez me dire, mais et les centristes? Oui, justement. Voilà, et ce qui ne se détermine pas par rapport au gouvernement en place. Parce que c'est un régime présidentiel, donc, dont la vie n'est pas régulée par la majorité parlementaire. Donc, il va falloir qu'on puisse statuer sur ça. J'ai l'impression qu'actuellement au Parlement, on n'a pas cette lecture, on n'a pas encore cette situation, on n'a pas encore cette clarification qui fait que, alors que les cours précédentes, depuis 93 ou depuis 80, en allant même au Haut Conseil de la République, les cours constantes depuis le Haut Conseil de la République, donc depuis 90, sont restées calmes ou discrètes sur le fonctionnement interne du Parlement dans les choix de ses membres, et aussi bien au bureau. Que dans les organisations de corps internes ou des institutions dans lesquelles ils doivent représenter. Il s'est fait que depuis 2009, avec la Cour Robert Dessous, qu'il y a eu une évolution qui ne justifie de rien, mais qui montre quand même que, bon, voilà, vous voyez un peu, lorsque la Cour lorsqu'on lui laisse tant de marge, ça a créé, avec Robert Dessous, on a eu beaucoup de nouveaux concepts. C'est sur M. Conception, on a découvert le concept de consensus à valeur constitutionnelle, qu'on est allé chercher dans le préambule, en évoquant la conférence nationale, qui n'était vraiment pas le cadre idéal du consensus. Donc, mais on est allé le chercher là. Ça s'est imposé à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un pays de consensus? Je ne pense pas. Il y a eu trop de situations qui méritent plutôt qu'on s'arrête et qu'on clarifie la notion de consensus. Mais en 2006, ça s'est imposé à nous par une décision de juillet 2006. Alors, Robert Dessous, avec lui en 2009, nous a lancé dans beaucoup d'autres choses. Ça court a lancé dans des trucs par rapport à beaucoup de situations. On connaît, une sorte d'ouverture large, de large ouverture de vision. Et donc la Cour se permettait, comme je vous l'ai dit, d'entrer dans votre salon, dans votre chambre à coucher, et même dans vos toilettes, sans votre, vraiment sans votre, elle a le droit, non? Elle se prend le droit que la Constitution lui a donné, d'être le juge en dernier ressort d'être le régulateur et d'aller dans tous les sens. Elle va faire son devoir, justement. Elle a même cassé une décision de la Cour suprême. C'est quand même... D'une autre institution. D'une autre institution dont les décisions ne sont servies d'aucun recours. Vous voyez comment la Cour constitutionnelle est allée jusqu'à casser sous Robert Dessous. Sous Robert Dessous toujours. Dans une décision dont il était une sorte d'un peu de délit d'initié qui avait été critiqué, notamment par un très beau texte de professeur Jobinou, que j'ai eu du plaisir à lire en son temps-là. Donc, vous voyez, c'est de dire quoi? Que les hauts juristes que nous avions eus, les hautes personnalités pour qui on a des différends, on peut avoir toutes les différences, parfois nous ont plongé dans des décisions qui sont aujourd'hui d'insécurité, comme cette affaire de décision, d'option fondamentale de la conférence. Je dis toujours, moi, je suis, ça me lève toujours en travers de la gorge, parce qu'il n'y a jamais eu d'option fondamentale. La conférence s'est mal terminée sur cette question-là. Il y a eu après une sorte de consensus pour démarrer, pour lancer les travaux. Pour démarrer la transition, et ainsi de suite. Mais très tôt, ça s'est effrité parce que rien n'était taillé dans du marbre, il n'y avait pas un rapport général, il n'y avait pas de délibération particulière. Donc, parler d'option fondamentale, surtout sur les questions comme la limitation d'âge qui n'a jamais été... le drame, c'est vous, les juristes, qui embrouillez toutes les cartes. Agapit l'appelé en africain, c'est vous qui embrouillez. Le droit public est un droit mouvant, est un droit trop... qui se laisse interpréter facilement dans un sens comme dans un autre. C'est un droit qui peut être de nature à créer une sorte de stabilité
La sécurité juridique et tout ce qui va avec. De doctrine, en matière de doctrine, et en la matière, comme je vous ai parlé, de décision sur les options fondamentales. Oui. Dans mes cours de droit, j'ai eu à lire 2 textes de 2 professeurs agrégés, 2 Togolais, Adama Poda et Dodi Kokoroko, qui est aujourd'hui ministre, qui ont pris chacun un sens contraire. Même texte. L'un a soutenu que oui, il peut avoir option fondamentale, l'autre a montré qu'il ne peut pas l'avoir. Et les deux avaient les arguments de droit qu'il fallait pour démontrer quoi. Ça veut dire que oui, c'est vrai, comme vous l'avez parlé. Alors, quand c'est comme ça, il faut que la loi revienne, la loi fondamentale revienne pour restreindre le champ d'exercice de la Cour constitutionnelle. Mais c'est des hommes justement qui le feront. Oui, il faudrait bien. On a eu une révision en 2019. C'était à minima. C'était 2 choses l'une. Soit on fait une révision dans ce qui a projeté pour restreindre le champ d'exercice de la Cour constitutionnelle, soit on change de constitution. Si on laisse comme ça, on ira d'insécurité en insécurité. Je dis, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Il y aura des moments où ça va se casser. La Cour a déjà montré toutes ses limites. Parce que en sortant dedans, par rapport à la libération du droit de grève, il y a eu un yo-yo qui était joué entre 2000 et 2016, où c'est allé dans tous les sens, toujours à la Cour constitutionnelle. Donc, dans beaucoup de situations, la Cour est allée dans plusieurs sens, donc opère des revirements, sans dire pourquoi, sans motiver. Même les rectifications derrière matériel devraient clairement être motivées. Ce n'est pas le cas. Donc, notre Cour, oui, elle est adulée ailleurs. Elle est saluée ailleurs. Mais il faudrait, vous voyez comme après du moment, les décisions sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'impose à tout le monde, mais elle va dans tous les sens. Parfois, ça arrange les gens. Parfois, quand ça arrange tout le monde, personne ne s'en plaint. Regardez cette décision sur le retour de Romero au Parlement. Globalement, quand vous mesurez, tout le monde est content. Tout le monde ne peut pas être content. En tout cas, tout le monde s'applique à la majorité. Comme la décision qui a permis aux démocrates d'aller aux élections. Mais dans la lecture stricte du droit, lorsqu'on reste juriste plein, enfermé dans les principes sacro-saints du droit public, du droit tout court, on ne peut pas comprendre la décision sur les démocrates. Parce que il y a des voies de recours. Lorsque les démocrates n'ont pas reçu leur quitus, ils devaient saisir la Cour suprême, la Chambre administrative, pour montrer que le directeur des impôts a fait son travail. Ça n'a pas été fait. Et donc, oui, la Cour constitutionnelle connaît de tout le contentieux de l'élection présidentielle. Mais ici, on est dans la législation législative. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, on est dans une matière. Oui. Même si on reste dans la matière où c'est un contentieux électoral, lié aux élections législatives, les démocrates auraient pu saisir la Cour constitutionnelle sur cette question-là, quand le délai est échu, et ils n'ont pas eu, quand les 15 jours ont échu, et ils n'ont pas eu gain de cause, ils auraient pu saisir la Cour constitutionnelle pour constater ça, que c'est une violation de la... Ça n'a pas été fait en son temps. C'est dans le contentieux de dépôt des listes et de pièces manquantes que maintenant ils sont allés. Donc ça pose un problème. Après, oui, la Cour étant dans un positionnement où elle peut trouver à dire. Et bon, ces considérants, elle est le seul maître de ces considérants. Même si parfois, on trouve à critiquer, à commenter. Bon, à bas de moi, elle sort cette décision. Elle sort dit d'aucun recours. On peut critiquer, mais on avance. Et c'est pour ça qu'on avance. Alors, jusqu'où on va avancer? On a vu la classe politique refuser. Les démocrates, ça les a arrangés, ils sont contents. Mais dans leur décision, on ne les a pas arrangés, ils ne vont pas attaquer la Cour. C'est humain. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? J'ai eu un rapide appel. Ça ne doit pas être humain. On doit pouvoir en arriver à un resserrement. Ce que je dis, c'est pas pour accuser la Cour. Ils ont leur autre année d'expérience, ils ont toutes les sciences, ils sont nombreux. C'est pas que les 7 conseillers qui travaillent, il y a de hauts juristes, de hauts diplômés qui travaillent avec de grandes années d'expérience, donc pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais après, l'orientation d'une décision peut me donner la latitude de commenter, de critiquer comme d'autres l'ont fait, comme je le fais. Et j'estime qu'il faut resserrer la mission de la Cour, qu'elle reste de manière stricto sensu au contrôle de constitutionnalité. Donc, du coup, laisser les institutions fonctionner. La Cour ne peut pas joindre à une institution comme la Cour, l'Assemblée nationale, comment elle va fonctionner dès lors qu'elle a son mécanisme qui respecte son règlement intérieur. Après, il faut laisser aussi
qu'à l'interne, que les pouvoirs et les institutions travaillent à leur cohérence interne. À leur cohérence interne. À la limite, elle peut leur dire, elle peut leur joindre de clarifier telle situation. Mais leur donner une orientation, à mon humble avis, je trouve que c'est des ingérences. On a eu. Oui, mais à des moments donné, il faut des arbitres. Par exemple, au niveau des commissions où les démocrates refusent toujours le poste de secrétariat, il faut bien un arbitre pour pouvoir recadrer les choses, la capitaine Napoléon Mafoika. Non, cette situation s'est déjà passée en 2011 aussi. Cette situation, rien n'est nouveau là. Rien n'est nouveau. La situation de commission s'est déjà passée. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'on donne des statuts au secrétaire des groupes parlementaires, des commissions. Qu'est-ce que les gens revendiquent? Ce n'est pas les positions, c'est les moyens. Ah. C'est les moyens. Le président, le vice-président, les rapporteurs, ils ont le bureau, ils ont su, mais ça que le secrétaire. Le secrétaire n'en a pas. Il doit avoir un peu quelque chose. Donc, du coup, ce n'est pas consistant. Et donc, tout ce que les gens veulent, c'est les moyens. C'est le véhicule de fonction, c'est peut-être un bureau. Donc, le député a déjà un véhicule de fonction, ça doit être suffisant. Pourquoi on ne réajuste pas tout ça? Pour que, bon, moi je pense qu'il faut travailler à réajuster tout ça. Ou alors les gens se parlent. Vous savez, quand le président de l'Assemblée nationale sont après passé où je disais que les démocrates ont raté l'occasion. L'Assemblée, c'est un lieu politique. Qu'on n'aille surtout pas parler de l'amour du pays là-bas. Tout le monde aime son pays. Oui. Tout le monde. Personne ne peut dire je n'aime pas mon pays. Tout le monde. Maintenant, après, on met son intérêt devant ou l'intérêt. Ça dépend peut-être du degré d'amour. Mais donc, à l'Assemblée nationale, moi je connais que les 109 députés aiment leur pays. Ils sont les élus de la nation. Mais après, ils sont là pour leur parti politique aussi. Et ils sont là pour leur épanouissement aussi. Donc, on ne peut pas dissocier le tout. Il faut les mettre ensemble en cohérence pour pouvoir créer les conditions d'épanouissement. Mais ouais, mais lorsqu'on met un nom sur une situation qui devient compliquée, cet article 92 de la Constitution, pour moi, je trouve que normalement, il est aussi clair qu'on ne devrait plus l'expliquer. Mais dès lors qu'une situation avec cas pratique arrive, avec un nom, c'est fini. Les gens regardent Kagome, les gens regardent Yaoundé. Et quand vous les regardez, il y a vraiment matière à dire. Parce que le positionnement de l'un ou de l'autre avant, les changements, après, leur relation interne, personnelle, privée, l'implication de l'un ou de l'autre dans la campagne. Oui. Parce que bon, les gens, il y en a qui estiment simplement qu'on n'a pas vu Yaoundé lors de la campagne. Et que même là encore, son engagement côté de l'autre n'était pas en faveur, n'était pas totalement aussi explicite. Les gens l'ont dit. Mais bon, c'est vrai, moi je ne sais pas. Les gens disent que c'est l'autre qui a dépensé, qui a mis les moyens, qui a mouillé le maillot. Donc, alors, ils n'entendent pas. L'un mouille le maillot, l'autre ne mouille pas. Alors bon, l'autre quitte la position et se retrouve à dire, je reprends, je me mets dû. Puisque j'ai dépensé. Oui, j'ai dépensé. Bon, ouais. Donc il y a cette situation qu'il faut peut-être comprendre. Et que la Cour, parfois, a aussi compris des hommes qui sont dans la cité et qui connaissent aussi ces questions-là. Parmi eux, il y a des parlementaires, des anciens parlementaires. Alors donc, quand vous demandez à l'arbitre d'intervenir, n'oubliez pas que c'est quand même un homme, quel qu'il soit, que ce soit sur le terrain de football, que ce soit le juge, que ce soit la cour. Bon, évidemment, la cour, c'est les juges. Donc, c'est évident qu'il y a une partie de l'humain qui peut apparaître à tout moment et qui peut perturber ce qu'on peut penser être la justice. Mais qu'est-ce qui peut être juste dans l'absolu, où il n'y a pas un positionnement personnel, une sorte de sentiment, une sorte de subjectivité absolue. N'oublions pas les questions nationales, d'intérêt national. C'est pour cela qu'il y a une Assemblée nationale. Les intérêts politiques, oui, mais quand l'intérêt personnel est trop mis au devant, ça fait plus joli. Mais est-ce que quand on dit président de groupe parlementaire, quand on dit président de commission, montrez-moi l'intérêt national. C'est un positionnement personnel. C'est ça que je dis. Oui, donc, il est évident que c'est un positionnement personnel. Puisque le cas dit, je veux diriger. Je suis en mesure de diriger pour donner à mon pays ce qu'il faut. Dites-moi que quelqu'un n'est pas que dire faux. Mais c'est lui. Quand il se chamaille sur ces détails-là. Mais lui pense qu'il peut le faire mieux que l'autre. Ils sont partis, est-ce qu'il peut le faire mieux que l'autre? Donc, on ne peut pas dire, c'est pour ça que je dis qu'on ne me parle pas d'amour de son parti. Tout le monde, ces 109 là, je ne peux pas penser que l'un aime mieux son pays que l'autre. Je pense qu'ils sont là parce qu'ils méritent d'être là. Ils prennent des positions parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont là. Ils envisagent de siéger ici, quelqu'un m'a demandé, mais il y a quoi dans tout ça? Je dis, mais il y a déjà d'être là. C'est ça, d'aller au Parlement de la CEDEAO, au comité interparlementaire de l'UEMOA, au Parlement africain, à la Commission des droits de l'homme. Il y a des voyages, il y a quelques primes. Il y a quelques primes, il y a quelques avantages. Donc ce n'est que pour ça. Il y a quelques avantages, il y a quelques visibilités, il y a quelques carnets d'adresse, tout ça fait partie de la vie
institutionnelle. Il ne s'est pas dissocié. L'honneur de l'homme, l'homme qui veut être chef, il a une partie d'honneur qu'il revendique, dont il se satisfait, qu'il savoure. Quand les gens voient le passif, il faut voir l'actif. Quand les gens voient l'actif, il faut voir le passif. C'est lié de tout ça. Donc on ne dit pas que non, c'est au nom de l'amour du pays. Non, il y a tout ça. Il y a tout ça, l'amour du pays, les intérêts privés personnels sont ensemble. Après, il ne faudrait pas que les intérêts privés priment. Absolument. Mais dans le débat actuel, on est dans le positionnement politique. C'est logique. Les démocrates ont raison. L'UP et le BR ont raison. Finalement, il n'y a personne qui est tort. Non, parce que les textes permettent ce qui se passe aujourd'hui. Qui peut départager alors? L'Assemblée elle-même, en revoyant son règlement intérieur pour l'avenir. Là, on a renvoyé les travaux en commission des lois qui doivent faire d'autres propositions. Non, ils vont s'entendre. Ici, ce n'est pas les démocrates le problème. Non, c'est la majorité qui se mange le nez, si on peut le dire comme ça. Ils vont s'entendre. Parce que la posture du BR, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle de la majorité et de la minorité parlementaire et non de la majorité et de la minorité présidentielle. Et en la matière, la majorité parlementaire, c'est l'UP. Les minorités aujourd'hui, c'est le BR et le Parti des démocrates. Non, on va en arriver à un texte qui doit préciser les minorités, non la minorité. Et là où les minorités parlementaires, il faudrait peut-être, à moins qu'il y ait une valeur qui remonte au score obtenu, donc au suffrage obtenu, et ça peut peut-être les départager. Peut-être. Mais ici, on a parlé de nombre d'élus. Oui. De nombre d'élus. Donc, du coup, on n'est pas au pourcentage obtenu, on n'est pas au suffrage obtenu. Donc, il va falloir, je ne sais pas si c'est déjà réglé, mais si ne s'est pas réglé, il va falloir qu'il règle ça. La Cour constitutionnelle, au secours, c'est actuellement, la Cour constitutionnelle peut renvoyer qu'elle a déjà jugé. Et donc, du coup, les commissions vont fonctionner avec des commissaires, des secrétaires ad hoc. Ça peut tourner, ça va tourner, il n'y a pas de souci. Ou alors, elle va nous sortir encore un autre Qatar. Bon, donc, on verra bien. Imposer que la majorité occupe alors ce que les démocrates ont refusé pour les secrétariats. Pourquoi pas? Et puis, la Cour peut le faire, elle a le pouvoir. Et même si elle ne l'avait pas, elle va se l'octroyer. Et donc, du coup, la Cour fera ce qu'elle a envie de faire. Soit elle va décider de tracer ce débat-là pour que ça ne revienne plus, soit elle va renvoyer les gens, ce pouvoir à l'interne. Et donc, voilà. Dans le débat de la minorité et de la majorité, certaines proposent la configuration politique. Ça aurait été plus simple. Et c'est cela que le règlement intérieur a dit. Cette affaire de minorité-majorité est venue par la Cour constitutionnelle. De 2009, donc la décision de 2009 dont vous parlez. La 0902, donc du 8 janvier 2009, je pense. C'est ça. Et il y a beaucoup de décisions qui ont suivi. L'article 15 du règlement intérieur est clair. Et donc, après, on parle de la configuration politique. On va faire la règle du 3. On fait la règle du 3. Et on a les nombres. La règle du 3, comment? Oui. OK. Vous êtes 12 membres de la commission des lois. 7 de l'UPR, d'accord, et 3 du BR, ça fait 10, et 2 des démocrates. Des démocrates, ok. Voilà. Et il y a combien de postes? Bon, le président ne compte pas parce qu'il y a une décision de 2009 qui a dit, bon, donc le président, c'est comme de la commission, c'est comme le président de l'Assemblée nationale, il est élu à l'interne, l'autre est élu au podium, mais il est élu quand même au suffrage universel direct, et après, les autres sont élus selon la configuration politique, si on reste dans la dynamique. Dans cette configuration politique, donc, il reste 4 postes. Le vice-président, les 2 rapporteurs et le secrétaire. On fait la règle du 3. C'est-à-dire, on cherche un quotient électoral et on fait la division qu'il faut. Hein? On fait la division qu'il faut pour trouver les valeurs cardinales qui vont s'appliquer et après on part au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. Un peu comme on fait. Donc, vu ainsi, il y a déjà une configuration comme ça, il y a un cas, je pense que c'est dans la décision de 2011. Je pense que dans la décision de 2011, qui renvoyait un peu à cette décision de 2009, il y a un peu une situation du genre où ça a été fait à la règle de 3. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer finalement. La Cour peut renvoyer à cette décision précédente, ou alors tout simplement, elle va sortir notre Qatar, et puis après, on n'en parle plus, quoi. Ça vous dire qu'il n'y a pas de blocage. Je suis sûr que lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont... Là, c'est deux sujets différents. Hein. La question de majorité-minorité, de configuration politique, je pense qu'au pire, on devrait s'en tenir à la configuration politique.
il va falloir peut-être que la Cour laisse un peu les députés travailler eux-mêmes et qu'ils choisissent les classifications conceptuelles, configuration politique, majorité parlementaire, minorité parlementaire, majorité présidentielle, minorité Mais s'il y a présidentielle. des jurisprudences qui existent justement, elles Non, ne vont pas s'attarder sur ça. non, la Cour peut elle-même peut recentrer le débat. Hein? Ça va nous retourner, cette question d'insécurité va toujours demeurer. Tout comme je le dis clairement, il faudrait que le constituant, le vrai, pour moi, le vrai, c'est-à-dire que le constituant originel, le peuple, restreigne les champs de la mission de la Cour constitutionnelle. Pour moi, il faut une nouvelle constitution pour régler les questions institutionnelles. Et puis qu'on revienne à la logique de 2017, même pas dans le cadre d'une révision de la Constitution, mais d'un changement de Constitution. Une nouvelle Constitution. D'un changement de Constitution où on règle ces questions. Mais on peut le faire par Constitution originelle sans changer de Constitution, en révisant la Constitution actuelle, mais en le soumettant au référendum, donc en ne cherchant pas les 4/5 au Parlement, mais en cherchant les 2/3, les 3/4 pour faire passer le principe de consultation et donc de soumettre le projet devant le peuple pour pouvoir avoir son aval. Moi, je pense qu'il faut que le constituant originel qui connaisse un peu de cette situation et qu'on clarifie un certain nombre de choses. Notamment, pour moi, les missions de la Cour constitutionnelle doivent être recentrées. Un peu, le cercle doit être franchement resserré et qu'on ouvre d'autres chantiers. Parce qu'on va un peu trop dans tous les sens. Là, voilà, on va un peu trop dans tous les sens. Les coups précédents on a dansé tellement du yo-yo, ou du tango, je sais pas ce qu'on appelle ça. C'est de rock and roll, ça vient, ça va. Finalement, vous avez tous les rythmes. Donc, on a trop dansé. Je pense qu'il va falloir maintenant rester quoi et travailler. Parce que vous voyez, le juriste ici, le juriste se perd. Vous ne pouvez pas anticiper une analyse. Or, en la matière, on doit pouvoir anticiper. En tout cas, dans la plupart des cas, on doit pouvoir. Le droit ne doit pas être une manipulation constante. Ça doit rassurer le justiciable. Or, ici, il est tellement mouvant qu'il ne rassure plus personne. On a peur même d'aller, on va à la Cour constitutionnelle, on a peur de sa décision. On attend sa décision comme si c'est de l'incantation. Ou si c'est l'oracle qu'on lance et qu'on attend le signe, le doux qui va sortir. Non, le droit ne peut pas être du phare. Hein, le droit est du phare. Le droit est plus scientifique que le phare. Même si les scientifiques le phare est scientifique. Vous avez dit que c'est public, donc ça laisse matière à toute interprétation possible. Ça ne peut pas être encadré, figé dans le marbre. Non, mais on ne peut pas non plus parce que c'est le droit de la gouvernance, c'est le droit de la gestion de l'État. Ça ne peut pas. Si c'est comme ça veut dire qu'on est dans l'insécurité totale. L'État n'a plus de. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est comme si tout le monde est des juristes publics et que tout le monde est l'État, tout le monde est. L'autre est élu, mais tout le monde devient élu. Donc celui qui n'est pas élu a même plus de voix que lui. Il faut qu'on recentre. Il faut qu'on recentre le débat. Sinon, on ira dans tous les sens, on risque de se perdre. Il y a beaucoup de choses à recentrer. On a fait beaucoup d'avancées depuis 2016. Mais les errements que nous avons connus de 90 à 2016, ou bien de 60 à 90, tout ça, c'est pas loin de nous. C'est encore là. On sortit de l'auberge. On a comme l'impression qu'on fait du supplace en réalité. C'est ça l'inquiétude. Et pourtant, on a fait des bons depuis 2016. La question, c'est de voir comment faire pour maintenir ces bons, consolider les acquis et aller plus de l'avant. Mais on a repris. Ouais, les interventions des députés du BR en début de semaine ont perturbé certains. Pourtant, moi, ça m'a rassuré. J'ai toujours dit que ce n'est pas des partis siamois. Et que ceux qui disent que c'est des partis siamois se trompent. Que c'est des partis différents, mais inspirés du même, peut-être pas les mêmes personnes ou pas les mêmes systèmes. Mais que ça va créer, in fine, des partis qui ne sont pas les mêmes. Ils sont différents. Donc, on ne sait pas présent dans une phase de transition qui permet aujourd'hui que on voit un peu les problèmes qui peuvent se poser. Il va falloir trouver les mécanismes pour les résoudre, pour faire en sorte que dans la durabilité. Et également, la fin de mandat qui se pointe aussi expliquerait peut-être tous ces... C'est pas faux. Puis l'ambiance de fin de règne, c'est toujours un problème. Mais bon, apparemment, ça se tient quand même, à mon humble avis. Je ne pense pas que ça puisse être un gros problème. Alors, on a quelques minutes pour aborder donc ce recours du BR de l'Union progressiste, le renouveau contre les démocrates. C'est vrai qu'on a abordé un peu le contenu déjà, mais c'est sur la démarche que je vais vous interroger, Agapito Apollyon Bafouika. Est-ce que ça a un intérêt particulier? Moi, je ne vois pas l'intérêt réellement, mais ça pourrait permettre, soit à la Cour, comme je le disais tantôt, de reclarifier sa position.
ou alors de renvoyer les gens, de clarifier sa position à travers une démarche pédagogique meilleure, peut-être, comme je l'ai dit. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, que la Cour peut sortir un autre kata. Alors donc, c'est ça, clarifier sa position de manière à fixer, de manière claire, chacun. Ça peut être une option de la Cour, comme la Cour peut renvoyer les autres pouvoirs au regard des décisions qu'elle avait déjà prises, des dispositions internes à l'Assemblée nationale. La Cour peut faire les deux. Donc, peut-être que l'intérêt de l'acte de la majorité maintenant présidentielle, parce que c'est un recours commun. Oui, commun. La majorité présidentielle cette fois-ci. Oui, la majorité présidentielle au Parlement. La majorité présidentielle au Parlement. Parce qu'il y a la majorité présidentielle élargie. Au Mouel, au UDBN. Oui, bon, eux, ils ne sont pas... Ils ne sont pas au Parlement. Donc, la majorité présidentielle au Parlement, son recours peut avoir comme intérêt de faire clarifier la situation. Avec tout ça, Agapit Napoléon Bafoué-Kane, la majorité présidentielle qui s'associe pour réclamer peut-être ce que de droit. Dans le même temps, les démocrates qui ont combattu les lois reçoivent son financement politique ou des partis politiques. Ça, est-ce que ça n'abrouille pas un peu le peuple béninois, Agapit Napoléon Bafoué-Kane? C'est vrai qu'on peut se demander, mais bon, c'est vrai, hein, le citoyen lambda peut se demander, mais tout ça rime à quoi? Est-ce que ça ne fait pas cacophonie? Ça va dans tous les sens. Les députés, vous l'avez dit, les démocrates, bon, voilà, ils ont tout attaqué. Bon, mais et pourtant... quand il s'agit de l'argent maintenant, on n'entend plus rien. Non, déjà, on a vu Eric Mondete réclamer son statut de chef de file de l'opposition. C'est la base des lois votées de manière nocturne. Finalement, c'est justif. C'est des lois nocturnes votées nuitamment. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont pris l'enveloppe de la base des lois votées nuitamment aussi. Voilà. Donc là, mais ils n'ont pas dit à quel moment ils sont allés prendre si la Sénat leur avait dit de passer à 21h, ils ne diront pas non. Et à 23h, ils ne diront pas non, que c'est en plein jour. En plein jour, ils ont pris ça en plein jour. C'était pas nuitamment. C'était pas nuitamment. Donc, il y a ça. Il n'y a que, oui, effectivement, les partis de la majorité présidentielle au Parlement qui devraient s'entendre quand même sur l'essentiel, sur chamailler. Bon, ça fait partie de la logique. Oui, ça peut embrouiller. Surtout en matière de ce qu'on appelle démocratie, ce concept qui est un peu galvaudé et puis on ne comprend plus rien. Non, le concept lui-même, il est aujourd'hui sujet à caution, à problème. Je pense qu'il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. Et ça... c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé? Oui, absolument. Moi, pas l'étude de droit, pas mes analyses, pas mes lectures, pas l'actualité internationale que je suis. Il n'y a pas une démocratie. Comme je le dis toujours, la Grande-Bretagne et la France n'ont pas la même démocratie. La Grande-Bretagne et l'Allemagne n'ont pas la même... Non, je reste même dans les démocraties libérales. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ne font pas la même démocratie. Ils sont des pays européens, ils n'ont pas la même démocratie. Et chacun a sa démocratie, issue de sa réalité, de son fonctionnement, de son histoire. Hein? C'est ça, je le dis toujours. Moi, comme je le dis, je suis tout sidéré par le sens d'ouverture des Allemands dans ce qu'ils ont appelé la grande coalition, qui leur permet de quitter les barrières, les barrières, et pouvoir, lorsque l'intérêt de l'Allemagne, uniquement de l'Allemagne en jeu, les grands partis se retrouvent pour gouverner. Et ça, je trouve que c'est tellement, c'est fantastique. Je trouve que la Grande-Bretagne peut fonctionner sur la base d'une constitution coutumière, de la coutume, où les principes ont pris corps avec l'usage, avec l'habitude. La reine est décédée, mais vous avez vu la manière, l'organisation impeccable de ces obsèques et jusqu'à l'installation du roi. On a vu comment le roi est installé, avec toute le masterie avec laquelle les gens ont géré tout ça. Mais c'est des principes sur lesquels ils ont entendu sur des siècles. Regardez, en Grande-Bretagne, comme je l'ai dit, il y a eu changement de Premier ministre en 2 ans, 3 premiers ministres. Hein, sans élection. Parce que l'élection qui a amené le Premier ministre, cette élection est restée valable pour amener son successeur, la dame, et celui qui est là aujourd'hui. Donc, c'est à l'interne du parti majoritaire que tout ça s'est joué. C'est pour dire, mais vous ne pouvez pas avoir ça en France, c'est impossible. Ce n'est pas possible, ni en Allemagne, ce n'est pas possible. Donc, c'est dire qu'il y a des démocraties. Il n'y a pas une seule. En Italie, vous ne pouvez pas voir ça. Alors, quand on prend maintenant des démocraties libérales, même quand vous quittez là, et vous regardez la démocratie américaine, elle est particulière. C'est une démocratie qui se base sur un système fédéral présidentialiste. Et là, le rôle du président de la République et du Parlement est totalement différent. Et la manière dont le Parlement se met en place, c'est pas un scrutin de liste majoritaire, ou dans les États, où on ramasse les grands électeurs. Même si vous avez
sur 100 votants. C'est que vous avez 50 heures, vous ramassez les grands électeurs. Celui qui a 49 n'a rien. Alors, est-ce que c'est ça la bonne démocratie? Mais c'est leur démocratie. Ah oui. Alors, quand vous confondez tout ça à la démocratie chinoise, qu'on appelle démocratie populaire et que ça dit que ce n'est pas une démocratie, mais gouverner 1 milliard de Chinois par les institutions aussi fortes depuis les années 40, mais c'est fantastique. Donc, quand vous voyez tout ça, vous devez revenir chez nous pour dire, revenons habillons-nous à notre taille, mangeons à nos budgets, faisons la démocratie de notre compétence. Lorsque vous avez une démocratie où les gens ne se comprennent même pas, où on vote une loi et on ne peut pas l'interpréter soi-même. Lorsque vous avez une démocratie où on ne peut pas s'entendre, s'asseoir et discuter, où chacun parle mais personne ne s'écoute. Lorsque vous avez une démocratie où tout le monde court pour s'affronter et non pour s'entendre, vous posez les bonnes questions. Vous avez des démocraties où ceux qui sont aux affaires deviennent la proie des gens qui n'ont même pas été élus. Et des prétendues organisations organisées comme société civile ou soutiennent ceux qui n'ont pas reçu, s'immiscent dans ces gestions. Même des organisations confessionnelles s'immiscent dedans et font la loi parfois et s'érigent comme des gouvernants alors qu'on dit démocratie. Et celui qui est élu devient la proie de tout le monde. On s'acharne contre lui alors que lui il a un mandat. C'est quel système ça là? Donc moi je pense que ce que je dis ne vaut pas que pour le président Talon. Ça vaut pour celui qui l'a précédé, qui est aujourd'hui là, et qui joue le rôle que les autres jouaient aussi. Donc finalement, on a l'impression que, autant que j'ai pu mettre, et on reprend les mêmes choses depuis 60. Non, il faut qu'on puisse... Je pense que le peuple est perdu. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Les gens n'arrivent pas que vous puissiez raisonner parfois. Vous ne pouvez même pas raisonner, ils vont vous attaquer parce que leur raisonnement devient le raisonnement. Le Benoît devient intelligent tout seul. Il ne veut pas vivre avec l'autre. Dans la rue, vous regardez comment l'indiscipline notoire dans laquelle on baille, tout le monde baille, fait que personne ne respecte les règles. On appelle ça l'incivisme. Pour faire l'indiscipline notoire dans laquelle tout le monde baille crée justement l'incivisme accepté. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il faut être incivique. Et lorsque vous le faites... Tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que... S'il y a les règles civiles, on est censé les respecter. Mais tout le monde est d'accord. Vous roulez, les gens ne respectent pas la règle de code de la route. Ils vous injurient. Alors, parfois, j'ai vu un accident ce samedi. Je vais Cocotomé, mais quand vous regardez le camion qui a ramassé la moto, normalement, la moto ne devrait pas... À ce moment-là, le camion qui passe, la moto ne devrait plus être à ce niveau du pneu du camion. Moi, je n'ai pas fait l'enquête, donc je ne peux pas signer. C'est pas moi qui ai fait le PV. Mais j'ai vu et je me suis posé la question de savoir comment cette moto peut se retrouver sur le trait arrière d'une benne longue de près de, je sais pas, de près de 20 mètres au moins. Comment lorsque la tête t'as dépassé, mais normalement tu dois te recentrer pour laisser la place à ce camion. Même si c'est le camion qui a mal fonctionné, qui a peut-être engagé une vitesse, il faut être vigilant. Les rapports de force, il faut être capable pour être sur la route. Parfois oui, même si tu as raison, et que les rapports de force sont en ta défaveur, respecte, range-toi et laisse la vie. C'est comme ça normalement que le plus faible doit pouvoir, dans le lieu le moucheron, les rapports de force se sont retournés en faveur du moucheron. Mais qui en chemin alla proclamer sa joie et en route tombe sur le toit d'araignée. Oui. Au grand mortel a pris ce trait qui périt pour le moindre affaire, a dit La Fontaine. Donc, tu as affronté le lion. Tu as gagné. Et tu jubilais. Et tu jubiles et tu vas rentrer dans le toit d'araignée. Donc, du coup, tu vois qu'il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut avoir le sens des rapports de force. C'est ça. Ici au Bénin, on affronte tout. On s'affronte sur tout. On ne s'écoute pas. On défie tout. Bon, voilà. Et puis, tout le monde va dans tous les sens. Les tests l'ont permis. Oui, c'est dommage parce que on se fait harakiri. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on est intelligent. Mais, je suis désolé de le dire encore, pour répéter Mathieu Kérékou, on est intelligent diaboliquement. On ne sait pas être bonne intelligence, on ne sait pas utiliser la bonne intelligence. Et donc, ça fait qu'on se fait harakiri. Voilà. C'est dommage. On a abordé tout à l'heure la fin de mandat. Quand vous voyez un peu tel que se comporte la majorité, les deux majorités, ou la majorité présidentielle telle qu'on l'a clarifié aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'association de talents s'annonce un peu difficile? Mais vous voyez, les majorités aller au Parlement ensemble, aller à la Cour constitutionnelle ensemble. Ça, c'est parce que ça les arrange. Vous savez, aucune situation n'est facile.
aucune gestion n'est facile. Même entre, ouais, dans les dynasties, dans les monarchies, parfois, ouais, comment les gens se battent, les jeunes frères se battent, les frères de consanguins se battent. Au moins, dans les monarchies, on connaît la position de qui va suivre. Oui, mais malgré ça, ce n'est pas toujours facile. Aucune gestion n'est facile. Aucune. Donc, celle de talent ne le sera pas non plus. Mais il me semble qu'il y a une organisation. Vous voyez, Patrick Talon a peut-être le mérite d'avoir créé autour de lui un système plus ou moins cohérent. Parce que, vous voyez, très peu ont fouetté, très peu de choses ont fuité de ce groupe, de ce système. Au début, oui. Pendant les 7 ans. Non, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, vous ne savez pas comment la distribution des cartes, des rôles, la gestion du pouvoir. Mais on sent de loin qu'on a affaire à une équipe qui tourne. Bon, donc, oui, c'est sûr que, bon, actuellement, c'est vrai qu'il y a tout le monde. Aujourd'hui, on voit un peu partout Olivier Bokor, donc, qui fait partie de ce sérail présidentiel. Mais bon, il n'y a pas encore d'autres. Il n'y a pas encore d'autres. Donc, on ne sait pas. Qui sait? Alors, mais, tout à fait pas de système. Et là, lui, il y a d'autres noms qui vont sortir. Et déjà, c'est déjà ça. Parce qu'en face, il y aura l'adversaire. Absolument. Alors, donc, le peuple choisira. Oui, au moment opportun. Mais c'est déjà bien que du champ présidentiel émergent déjà des personnalités ou bien sortent des personnalités qui ont été là au début du processus, qui connaissent le contenu des réformes, qui connaissent leur genèse, qui connaissent le financement, qui connaissent beaucoup de choses et qui peuvent faire en sorte que ça se poursuive. Et donc, la suggestion ne sera alors pas aussi compliqué ou difficile qu'on le pensait. Donc, c'est peut-être qu'on peut dire là, c'est étape-ci, en gardant un œil sur l'évolution des choses. Ouais. D'accord. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. On en a fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée et également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre compte YouTube Etele Benin, puis sur iOS et Android Etele Benin. Etele avec vous, pour vous.